Langage. Langage de la nature, langage des animaux, mais langage humain. Marie-Laine.
le langage, l'homme, comment ça commence? C'est un vaste sujet. En fin de compte, tous les animaux, et peut-être même les plantes, communiquent entre eux. Mais seul l'homme possède un langage articulé à 3 niveaux. Les sons, les mots, les phrases. Mais à partir de quand s'est installé ce langage articulé? Ce langage articulé est-il apparu? Quand? En fin de compte, c'est extrêmement complexe. Et il y a des vrais débats. Et actuellement, dans le milieu scientifique, il y a 2 grandes écoles. Une école pour qui le langage articulé est un artefact culturel, et donc serait apparu très tardivement dans notre évolution, avec seulement les Homo sapiens, c'est-à-dire il y a 200 000 ans. Et puis, l'autre école, dont je fais partie, pense plutôt que le langage articulé est la suite d'un long développement au cours du processus évolutif de l'homme, et donc il s'intègre dans cette durée et prend probablement naissance avec dès nos plus lointains ancêtres. Donc peut-être il y a 6-7 millions d'années. Mais quelles sont les preuves? La difficulté pour nous préhistoriens, archéologues, paléanthropologues, c'est d'avoir des preuves matérielles de cette pratique du langage articulé. En effet, ça ne se matérialise pas. Alors on essaye de réfléchir. Donc pour avoir un langage articulé, il faut des structures anatomiques. Notamment, évidemment, un appareil phonatoire et un cerveau suffisamment développé. Alors si on regarde du côté de l'appareil phonatoire, il y a quelque chose qui est indispensable, c'est la bipédie. Évidemment, c'est lorsque on commence à se redresser, qu'on est bipède, et surtout bipède permanent, qu'on va pouvoir développer, donc se mettre en place cet appareil phonatoire. Et actuellement, on considère que la bipédie est apparue à peu près il y a 7 millions d'années, avec nos plus lointains ancêtres, Touva et Oromains. Mais aussi, il faut bien sûr être redressé, mais avoir une caisse de résonance. Et cette caisse de résonance a été acquise grâce à la flexion donc, de la base du crâne, à la réduction de la face et surtout à l'apparition d'un palais creux. Parce qu'en fin de compte, nos proches cousins, les grands singes, ont un palais plat. Et lorsque on va regarder les fossiles, les Australopithèques, les Paranthropes, c'est-à-dire les plus anciens hominidés, on s'aperçoit qu'ils ont eux aussi un palais plat. Et qu'en fin de compte, c'est au cours de l'évolution qu'on va avoir un palais qui s'élargit et qui se creuse, dès les Homo habilis, et de plus en plus donc vers l'Homo sapiens, qui a vraiment le palais complètement creux. Mais bien entendu, il faut aussi regarder du côté du cerveau. Pour pouvoir parler, il faut avoir un gros cerveau. Et au cours de notre évolution, là aussi, on voit très bien se développer, augmenter en tout cas ce volume cérébral. Quand on regarde les premiers hominidés, c'est-à-dire les Australopithèques, on est à 440 cm3. Et on passe avec Homo habilis à 640 cm3. Et ensuite, il y a un bond à 940 cm3 avec les Homo erectus. On arrive à 1600 cm3 avec les Néandertaliens. En effet, les Néandertaliens avaient un gros cerveau, plus gros que le nôtre, puisque le nôtre fait 1300 cm3 en moyenne. Mais bien entendu, ramené à la masse corporelle, en fin de compte, c'est à peu près l'équivalent du nôtre. Donc, toutes ces structures anatomiques, probablement, elles sont en place dès l'apparition des premiers représentants du genre Homo, c'est-à-dire il y a à peu près 3 millions d'années. Les structures anatomiques permettent bien sûr de parler, mais ce n'est pas parce qu'on a ces structures en place que forcément on va avoir un langage articulé et avec notamment beaucoup de mots, beaucoup de phrases. Alors on va regarder, et je crois que ça c'est important, on va les regarder du côté de leur comportement, nos ancêtres. Et là aussi, on a des renseignements très importants. Il y a des actions qu'ils ont faites, des innovations qui marquent que très
tôt, là aussi, il y avait une pensée complexe, des capacités cognitives importantes, et notamment donc, le langage articulé. Je prendrai un premier exemple, la taille des outils. La taille des outils, en fin de compte, nos plus lointains ancêtres, il y a déjà 3,3 millions d'années, ont taillé ces premiers outils. C'était de simples calets de rivière qu'ils percutaient sur une ou deux faces pour faire un tranchant, parce que la recherche du tranchant, c'est ça qui compte. Ça permet de couper des plantes, donc pour se nourrir, et aussi de couper de la viande. Et ensuite, on voit qu'au cours de l'évolution culturelle, cette fois-ci, on voit que ces outils vont se complexifier. Et il y a deux innovations dont je voudrais vous parler, qui sont importantes. C'est l'apparition du biface. Et le biface, pourquoi c'est important? C'est un outil qui est taillé sur les deux faces, mais qui est symétrique. Et ce biface, il apparaît en Afrique il y a 1,7 million d'années. Donc, vous voyez, il y a très longtemps. Et cette symétrie est importante parce qu'elle montre que la latéralisation du cerveau était déjà en place. D'ailleurs, quand on étudie les outils, on s'aperçoit qu'on voit très bien qu'il y a déjà des gauchers et déjà des droitiers. Et la deuxième innovation, qui est capitale, elle a été réalisée, là c'est plus près de nous, il y a 350 000 ans à peu près, par les Néandertaliens, qui ont inventé quelque chose d'extraordinaire, c'est ce qu'on appelle la technique Levallois. Et c'est pourquoi c'est extraordinaire, c'est-à-dire que d'un outil brut, une pierre brute, ils arrivent à un outil fini, et cet outil fini, c'est pas n'importe lequel, c'est celui qu'ils voulaient. C'est-à-dire que s'ils veulent un racloir ou une pointe moustérienne, ils ne vont pas faire les mêmes gestes. Et quand on voit ce débitage Levallois, en fin de compte, on voit un enchaînement de gestes qui correspondent véritablement à une chaîne opératoire. Et cette chaîne opératoire est un petit peu, on peut l'assimiler comme une construction d'une phrase. Et d'ailleurs, certains scientifiques récemment ont montré que lorsqu'on taille un outil, les zones dans le cerveau qui s'activent sont les mêmes zones que lorsqu'on parle. Et là, vous voyez, déjà, on s'approche de ce langage articulé, de ces points, de ce langage articulé. Le deuxième fait très important, l'activité aussi très importante pour ces hommes, qui sont des hommes qui vivent dans la nature, de la chasse, de la cueillette, de la collecte. Donc c'est cette chasse aux mammifères, et à partir notamment des Homo erectus, on va avoir la chasse aux grands mammifères. Donc des bisons, des chevaux, des rennes, même des mammouths en Europe. Et ça, c'est pour nous une donnée très importante, parce que la chasse nécessite beaucoup de connaissances, nécessite beaucoup de capacités, des savoir-faire, et aussi un apprentissage qui probablement donc été donné, là aussi, grâce au langage articulé. En effet, comment expliquer une action dans le temps et dans l'espace? Par exemple, comment expliquer que j'ai trouvé des traces de pas à quelques kilomètres de mon campement, à l'ouest, des pas d'un auroch qui avait 5 ans, que c'était un mâle et qu'il était passé il y avait une demi-heure. C'est impossible sans langage. Donc c'est vraiment l'action, les actions en tout cas liées à la chasse, démontrent vraiment la présence, donc à partir on va dire de 350 000 ans en tout cas, d'un langage articulé mais déjà très évolué. Alors ces activités, elles se passent autour du feu. Et probablement que le feu a augmenté, a complexifié le langage articulé. En effet, les traces pour nous préhistoriens, les premières traces de foyer, donc de la maîtrise du feu, apparaissent à peu près vers 500 000 ans, avec les Homo erectus. Et le feu, ça a changé radicalement la vie de nos ancêtres. Et là aussi, ça a favorisé le développement de capacités cognitives dans le langage articulé. Par exemple, autour du feu, évidemment, on se réchauffe, on va s'éclairer, on va pouvoir rentrer au fond des grottes pour aller les peindre. On va également se préserver, se protéger des carnivores qui rôdent. Parce qu'à l'époque, il y a beaucoup de carnivores qui rôdent autour des campements. On va aussi pouvoir se servir du feu pour améliorer l'efficience de nos armes. On va durcir les pointes. On va chasser, on va rabattre les animaux. Et bien sûr, on va cuire les animaux. Mais aussi, autour du feu, qu'est-ce qu'on fait? On se raconte la journée, on prépare la chasse du lendemain, on se raconte des histoires réelles ou légendaires des membres de notre clan, et tout ça, évidemment, grâce au langage articulé. Et là, nos histoires de chasse, notamment, ça forge donc des souvenirs individuels et collectifs. Et là, évidemment, le langage articulé
échangé, probablement des mots pour désigner les êtres et les choses qui nous entouraient. Et ensuite, évidemment, il y a eu une complexification avec d'autres mots qui sont apparus, des mots qui se transformèrent, des mots qui disparurent, d'autres qui apparurent et se transformèrent en même temps que de nouveaux concepts apparaissaient. Je terminerai sur une phrase de Claude Lévi-Strauss, que j'ai tirée de son livre Tristotropique. Qui dit homme dit langage, qui dit langage dit société. Sébastien, dis-nous ce qui se passe dans notre cerveau lorsqu'on en parle. Ce qui se passe dans notre cerveau. Mais attendez, où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit? Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit. Ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules, ils s'en vont travailler 15 heures sous des meules. Ils vont de l'aube au soir, faire éternellement dans la même prison, le même mouvement, accroupis sous les dents d'une machine sombre, monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre. Innocent dans un bagne, ange dans un enfer, ils travaillent. Tout est d'airain, tout est de fer. Non, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. 10 vers de Victor Hugo. Les Contemplations, Mélancolia, 1805, 48 je crois. 10 vers, pas plus de 120, 130 mots. Et on est tous ensemble, dans une bulle, dans un même univers. En quelques secondes, vous êtes combien? 200, 150, je ne sais pas. En quelques instants, les mêmes images nous viennent, des émotions arrivent, des souvenirs. Il faut se rendre compte de ça. Parce que j'aurais pu vous la faire différemment. J'aurais pu dire non pas où vont tous ces enfants, non pas un seul ne rit, mais tant, ça aurait été moins expressif. Vous riez, mais il y a quelqu'un qui a parlé comme ça, qui s'appelait d'ailleurs Monsieur Tantan. Parce que c'était un homme qui malheureusement n'arrivait à dire qu'une seule syllabe, le temps. Donc tant. Qui était-il? Où était-il? Et ça se passait en 1861 à l'hospice Bicêtre. Et c'était un homme étrange, connu de tout le personnel soignant, parce que il comprenait tout ce qu'on lui disait, mais absolument tout. Il n'était pas du tout limité intellectuellement, mais quand il s'agissait de parler, c'était tant. Jusqu'au jour où, justement, en 1861, arrive dans le service M. Paul Broca, neurologue de son état, qui
qui était appelé en fait au début pour soigner une gangrène qui avait touché ce pauvre monsieur Tantan, qui ça affligeait beaucoup de monde à l'hôpital. Et Broca note tout de suite que les capacités d'expression de ce monsieur sont assez limitées, n'est-ce pas? Malheureusement, il meurt quelques semaines plus tard de la gangrène, et comme Broca est un homme d'une curiosité à toute épreuve, il ouvre la tête à Tantan. Et qu'est-ce qu'il voit dans la cervelle à Tantan? Qu'est-ce qu'on voit quand on ouvre un crâne? Quelqu'un sait? C'est pas ragoûtant, vous pouvez avoir un aperçu si vous allez au supermarché au rayon cervelle de veau. C'est tout plissé, c'est pas très joli. Alors, dans la cervelle à Tantan, la première chose qu'on voit, c'est l'écorce cérébrale, l'extérieur, tout plissé, là, ce qu'on appelle le cortex. C'est très très important, c'est ça qui nous donne une capacité essentielle de raisonnement, de planification, de perception et de langage. Et là, Broca voit quelque chose d'incroyable, il y a un gros trou dans la cervelle à Tantan. Un trou localisé à l'avant du cerveau, un petit peu entre le lobe temporal et le lobe frontal, ça se situe un peu là. Alors Broca, qui en a vu quand même des belles dans sa carrière, son esprit chemine assez vite, il se dit, évidemment, on a là une zone du cerveau qui sert à parler. Mais évidemment, il sait que Tantan comprenait tout ce qu'on lui disait, donc il se disait, c'est vraiment une zone du cerveau qui est faite pour produire des sons, pour produire des mots, pas forcément pour les comprendre. Alors il commence à gagner une notoriété impressionnante avec ce patient Tantan, hélas décédé, quand, quelques années plus tard, 13 ans plus tard, 1874, un autre neurologue, Karl Wernicke, en Allemagne, voit d'autres patients. C'est différent. Parce que j'aurais pu vous dire, non pas où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit, mais balasté ad covalentipoleti. Et ça, c'était monsieur Blabla. C'était un monsieur qui, lui, il parlait beaucoup, alors c'était vraiment saoulant, mais que des syllabes complètement désordonnées. Mais Wernicke remarque que ce monsieur-là ne comprend plus rien. Donc, son appareil phonatoire arrive à produire des sons à l'appel, en torrent, en avalanche, mais il ne comprend plus rien. Et c'est parce qu'il n'arrive plus à interpréter ce qu'il entend, qu'il n'arrive plus non plus à contrôler ce qu'il dit. Et Wernicke identifie l'aire cérébrale qui est touchée, qui est juste en retrait de l'aire de Broca, un peu plus en arrière, qu'il appellera l'aire de Wernicke. Donc on a identifié deux aphasies, l'aphasie de Broca qui empêche de parler, l'aphasie de Wernicke qui empêche de comprendre le langage. Et par la suite, les neuroanatomistes verront qu'évidemment ces deux zones sont étroitement connectées par des fibres cérébrales, des fibres neuronales, qu'on appelle les tantans axones. Donc ce sont les câbles des neurones qui permettent de connecter les zones cérébrales à grande distance. Donc voilà, pour bien parler, il faut une aire de Broca, une aire de Wernicke. Et chez 97% des gens, donc, si vous êtes 200, chez 194 personnes d'entre vous, ça se situe, où ça? À gauche, hémisphère gauche. L'hémisphère dominant, on l'appelle dominant, voilà, chez une majorité de personnes. Donc l'hémisphère droit, il sert à rien? J'ai pas terminé, parce que j'aurais pu vous dire, non pas où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit, mais où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit? Ça, c'est Monsieur Roubaud. Alors, Monsieur Roubaud, lui, il a des lésions à l'hémisphère droit, il parle parfaitement, il comprend tout ce qu'on lui dit, mais c'est vraiment, c'est doux être pensif, hein, sur un ton complètement monotone. Il n'y a plus aucune intonation, plus aucune musicalité dans le langage qu'on appelle la prosodie. Donc les émotions ne sortent pas. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est l'aire de Broca et l'aire de Wernicke à l'hémisphère gauche, et des fonctions plus musicales dans diverses zones de l'hémisphère droit. Bon, c'est bon, j'ai terminé. Attendez, je crois qu'il y a Marie-Odile, vous connaissez Marie-Odile? Elle adore qu'on parle de l'origine des choses, je sais pas si vous avez remarqué. Donc ouais, je crois qu'il faut qu'on explique d'où ça vient, ce truc là, ces airs de Broca et ces histoires de Tantan. Ça, c'est plus compliqué. En fait, il faut être très très simple, très rationnel. Qu'est-ce qui fabrique un cerveau? Parce que notre cerveau, Marianne l'a dit tout à l'heure, 1300 cm3, en fait, ça dépend. Hein. Chez les hommes, c'est 1450, chez les femmes, c'est 1350. On en reparlera. Qu'est-ce qu'il fait ce beau cerveau là quand même? C'est quand même 1,5 kg de matière grasse, de sels minéraux et de protéines. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Alors, comment on fabrique un cerveau? Levez le doigt. Voilà.
Allez, souvenez-vous. Comment? Bah oui, comment faudrait qu'un cerveau? Ah si, souvenez-vous. Quelques années, vos parents se sont rencontrés. Et au début, bah, je suis désolé, mais votre cerveau, microscope, ça faisait quoi? Quelques microns. Et il a grossi. Alors qu'est-ce qui a fait grossir le cerveau de madame? Question à 100 balles. Eh bien, tout simplement, un programme. Parce que quand vous avez un embryon qui grossit dans le ventre de sa maman, eh bien, il y a des neurones qui sont produits à un rythme incroyable, qui se divisent, qui produisent d'autres neurones, et chaque neurone va gagner sa place dans le cerveau en pleine construction, et ça, c'est orchestré par des gènes. Et les gènes, bon, on en a quoi, à peu près 20 000, et c'est eux qui font avancer tout ça. Alors les scientifiques, eux, ils sont vachement intelligents, hein. Ils ont l'air de Broca, l'air de Wernicke, alors des airs encore, et ils ont vraiment des trésors d'imagination pour comprendre tout ça. Et par exemple, ils se disent, mais pour savoir ce qui a fait évoluer notre patrimoine génétique pour nous doter de toutes ces aires du langage, on pourrait regarder par exemple ce qui est différent par rapport aux chimpanzés, parce que c'est vrai que les australopithèques, on ne peut pas plus tellement regarder leur ADN, donc on va regarder chez les chimpanzés. Alors déjà, les chimpanzés et l'homme au niveau génétique, c'est 98,5% pareil. Du coup, on peut regarder les régions qui sont vraiment différentes. Et là, les scientifiques américains, il y a 4 ans, identifient des régions très particulières. Les HAR. 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 Alors, ça veut dire quoi? HAR, Human Accelerated Regions. On n'est pas plus inventé. Bon, c'est des zones de notre génome où on se rend compte qu'il y a des mutations qui se produisent à une vitesse incroyable. Vous savez que l'ADN mute en permanence. Parce que c'est pas du marbre, hein, c'est des bases azotées, c'est les fameuses lettres ACTG, comme ça il y en a des milliards, donc ça reste pas indéfiniment stable. Les cellules se divisent, quand il y a la réplication des cellules, il y a des erreurs, il y a des petites machines dans les cellules qui réparent les erreurs, mais pas toutes. Au bout du compte, il y a des mutations qui apparaissent à un rythme régulier tout au long des millions d'années qui président à l'évolution des êtres vivants. Mais sur ces rares, ça va beaucoup plus vite. Bon, c'est des zones qui ressemblent à des véritables turbos d'évolutionnistes. Et c'est donc accéléré, Human Accelerated Regions. Alors parmi ces AR, il y a des molécules qui vont ensuite jouer un rôle de chef d'orchestre dans tout le cerveau et qui vont avoir un impact sur d'autres gènes, notamment un gène qui s'appelle le gène FOXP2. Ce gène, quand il a des mutations qui entravent son fonctionnement, ça donne des graves troubles du langage. Et donc c'est un gène très très important qui aurait aussi évolué, tout particulièrement dans la lignée humaine. Alors là, les scientifiques, de plus en plus intelligents, les bras mentons, se disent, c'est très simple, on va prendre le gène, entre guillemets, du langage, parce qu'il y en a sans doute d'autres, mais celui-là est important, le gène FOXP2, dans sa version humaine, et puis on va le mettre dans des animaux de laboratoire, hein, des petites souris, on va voir ce que ça donne. Voilà, ça c'était en 2011. Et des petites souris naissent, et puis quand on voit leur cerveau, il se passe des choses. Les neurones, notamment dans certaines zones qui sont un peu au carrefour de toutes celles que je vous ai mentionnées, sont beaucoup plus, on appelle ça plastique, c'est-à-dire qu'ils se reconnectent beaucoup plus facilement en fonction de l'expérience. Donc ils vont pouvoir s'adapter, apprendre. Et puis les petites souris, quand elles naissent, alors elles ne parlent pas, elles couinent beaucoup plus que les petites souris qui ont le gène FOXP2 dessous. Alors on se dit, voilà, quand même, il y a eu des phénomènes de mutation, d'évolution de l'ADN qui font que voilà, notre cerveau va grossir aussi. Mais ça pose la question, finalement, qu'est-ce quel a été le moteur de cette évolution? Parce que quand on dit évolution, et même évolution des gènes, on pense à Darwin. Quand je vous dis Darwin, théorie de l'évolution, tout le monde pense sélection naturelle. Ah oui, c'est le plus adapté qui survit. Et qui donc transmet mieux ses gènes. Alors évidemment, là je ne peux qu'applaudir, Marilène, ta théorie de la chasse, parce que tout à l'heure je disais à ma femme, chérie, du 14 au 18 on va à Venise, je prends les billets d'avion, tu t'occupes de l'hôtel. Et je me suis dit en arrivant ici, mais enfin c'est quand même incroyable, si j'avais été Monsieur Tantan, ça aurait été dur d'organiser tout ça. J'aurais dit à ma femme, Tantan. Et là, Venise, c'était pas la peine d'y penser.
Et du coup, évidemment, notre ancêtre, je ne sais pas lequel il faut nommer, Homo erectus, il dit, bon les amis, du 14 au 18, on va chasser dans la vallée des brumes, on va chasser le mammouth, tu t'occupes du côté droit, moi je prends le gauche, et puis Jojo il le pousse dans le trou. Vous vous rendez compte? D'un seul coup, tout est organisé dans l'action, dans le temps, dans l'espace. Alors que si c'est Monsieur Tantan qui parle, eh ben, c'est un coup de défense de mammouth, c'est mal réglé. Si c'est Monsieur Blabla, c'est pareil. Et si c'est Monsieur Robot qui parle, c'est... Bon, du 14 au 18, on va chasser dans la vallée des brumes. On comprend, mais personne ne va le croire, parce que le cœur n'y est pas. Donc tout ça, évidemment, ça va être un avantage fantastique pour survivre, pour chasser. Mais je sens qu'il y en a parmi vous qui ne sont pas tout à fait d'accord, parce que Darwin, c'est pas que la sélection naturelle. Il l'avait très bien dit, même si ça a été beaucoup oublié au début par sa postérité. Il y a une autre façon de transmettre ces gènes. Alors soit vous pouvez survivre mieux que les autres, mais vous pouvez aussi essayer d'avoir plus de partenaires sexuels. Et oui, vous pouvez vivre moins longtemps et avoir plus de conquêtes, donc transmettre très bien vos gènes. Ça s'appelle la sélection sexuelle. Et là, ben les amis, il faut séduire. Hein? Alors, vous pouvez avoir des gènes qui vous donnent des gros muscles, une belle gueule, c'est pas mal, ça marche. Mais dans l'espèce humaine, plus ça va, plus quand même c'est l'intelligence qui séduit. Parce qu'on est une espèce sociale, une espèce cérébrée, et donc c'est quand même les plus intelligents en général qui s'en sortent de mieux en mieux. Et pour séduire, il faut montrer son intelligence. Messieurs, parce que ça a toujours été étudié dans ce sens-là. C'est toujours l'homme dont l'intelligence séduit la femme. Mais évidemment, c'est une tradition qui est à l'inertie des mœurs, mais on se rend compte que c'est pareil dans l'autre sens. En tout cas, il faut montrer son intelligence. Alors, première solution, pour draguer une fille et montrer son intelligence, vous dites « Regarde, j'ai apporté un jeu d'échecs, je vais te montrer comme je joue bien. » Et puis, au bout de 2 heures, vous avez pu effectivement montrer votre talent aux échecs. Puis à côté, il y a un type simplement qui parle pas mal, qui manie bien les mots, qui montre son agilité, qui fait preuve d'humour. Et aujourd'hui, le langage est considéré comme un signe extérieur d'intelligence. Et c'est pour ça que c'est véritablement un outil qu'on appelle le fitness en biologie de l'évolution, une façon de réussir, voilà, de réussir à transmettre ses gènes en séduisant. Donc, deuxième avantage. Et puis, troisième avantage quand même, je l'ai dit au début, quand je vous ai tous vus, je me dis, oulala, ils sont combien? 150, 200? On va voir s'ils connaissent Victor Hugo. Et oui, et on voit que avec quelques mots, on peut toucher beaucoup de monde. Et c'est quand même notre nature sociale qui est là sollicitée. On peut former des groupes avec une très forte intimité par la parole, parce que la parole va droit au cœur de tout le monde. Et chacun peut se sentir qu'on s'adresse individuellement à lui, même s'il fait partie d'une foule. Et comme la dimension sociale est très importante, il y a certains autres scientifiques, alors là, mais c'est les plus forts des plus forts. Robin Dunbar, alors lui il est anglais, il travaille à Liverpool, alors il est anthropologue, neuroscientifique, psychologue social, alors il n'y a que chez eux que ça existe. Hein. Alors c'est fantastique, alors lui, mais en même temps c'est ceux qui tiennent les raisonnements les plus simples. Il s'est dit, alors, si c'est si important la dimension sociale et le langage, on va regarder chez les primates. Oui, les primates ils sont tous sociaux, mais il y en a qui sont plus sociaux que d'autres. Un ouistiti, c'est vrai que ça vit dans des petits groupes, ils sont assez sociaux, mais pas trop. Par contre, un chimpanzé, oh là là, eux, ils ont des vraies relations d'amitié ou d'inimitié. Ils savent très bien mémoriser les visages des uns et des autres. Ils ont des relations sociales très concrètes, très, très riches. Et donc, il s'est dit, je vais simplement mesurer la socialité des primates. Et puis, tant que j'y suis, je vais mesurer la taille de leur cerveau. J'aime bien mesurer, scientifique. Et qu'est-ce qu'il a vu? Que la taille, enfin, le nombre d'individus que connaît un singe est proportionnel à la taille de son cerveau. C'est une droite, hein, c'est vraiment direct. C'est-à-dire que dans les espèces à petit cerveau, il y a peu de relations sociales, relativement. Et dans les espèces à gros cerveau, il y a plus de relations sociales. Et c'est vraiment une corrélation très très forte. Tiwistiti, il arrive à mémoriser des relations sociales avec quelques-uns de ses copains. Chez un chimpanzé, c'est autre chose. Et alors donc, on s'est dit, mais si je prends la taille du cerveau de l'homme, ça me donne quelle taille de socialisation de groupe? Donc il a pris sa règle, hein, vraiment, et il est arrivé, il a vu, normalement, l'être humain, eu égard à la taille de son cerveau, doit avoir 150 amis. Tac. Non mais
faut pousser le raisonnement jusqu'à son terme. Alors, je vous ai dit qu'il est anthropologue, qui est introduit dans les milieux d'anthropologie dans le monde entier. Il a appelé ses copains, en Asie, en Europe, en Amérique, sur tous les continents. Il a dit, on va faire une grande étude, s'il vous plaît, faites des enquêtes dans votre pays sur combien d'amis ont les gens. Alors, amis, ça veut dire des gens avec qui on a une relation quand même assez personnelle, on prend des nouvelles au moins une fois par an, on sait où ils en sont, s'ils ont eu des enfants. Ouais, c'est pas Facebook, quoi. Non. Et alors, les équipes ont commencé à lui ramener leurs résultats. Et puis, il a pris la moyenne de tous les chiffres. Et le chiffre qui est tombé était de, je cite de mémoire le papier, 152,7. Voilà. Donc, c'était presque miraculeux de dire finalement, le cerveau, il s'est dit, le cerveau, c'est une machine à faire du social. Et évidemment, ça a été un avantage énorme pour nous tous en tant qu'espèce. Donc je pense qu'on a fait le tour, peut-être, des origines du langage avec tous ces avantages que ça confère. Mais je voudrais quand même terminer sur pourquoi c'est si important pour nous aujourd'hui. Pourquoi ça change tout, le langage. On ne se le dit pas assez, on est tellement habitué à parler parfois à tort et à travers. Pourquoi ça change tout? Pourquoi avoir les mots pour le dire, ça compte autant? Et là, je vais vous parler d'une autre espèce de gens, qui sont ni des tentants, ni des robots, ni des blabla, qui sont des alexithymiques. Les alexithymiques, comme le nom l'indique, vous connaissez tous le grec, c'est pas madame. Lexein, ça veut dire lire, thymus, c'est l'humeur. Les alexithymiques sont des gens qui n'arrivent pas à déchiffrer les émotions. Et, tenez-vous bien, dans la population masculine, c'est une personne sur 7. C'est les chiffres de l'Institut Montsouris, c'est des gens qui travaillent sur la lexithymie, qui est un vrai handicap. Donc c'est quand vous avez des émotions, puis vous êtes là face à vos émotions, vous n'arrivez pas à les déchiffrer, vous n'arrivez pas à mettre des mots dessus, vous n'arrivez pas à les exprimer, puis du coup vous n'arrivez pas à les comprendre chez autrui, vous n'arrivez pas à échanger avec les gens sur leurs émotions, et vous vivez ça dans une charge de stress permanente. Et évidemment, ça vient de l'éducation, c'est l'enfant, c'est pas des défauts génétiques ou quoi que ce soit, c'est l'enfant, depuis tout petit, quand il pleure, sa mère pourrait lui dire « Ah, tu es triste ?» Il mettrait l'étiquette triste sur l'émotion qu'il ressent. Ou alors, s'il pleure d'une façon un peu différente, elle pourrait lui dire « Ah, tu es en colère !» Il apprendrait à distinguer ces deux états corporels en mettant des étiquettes, des mots dessus. Et plus tard, quand ça arrive, il saurait comprendre et donc avoir moins peur. Et aussi agir en conséquence, de façon appropriée avec les autres, déchiffrer les émotions des autres. Mais chez l'alexithymique, ce n'est pas possible. Et c'est une grande source de souffrance, d'inadaptation sociale, d'échec dans plein de domaines. Ce qui montre en fait que le langage, c'est juste un exemple, les émotions. Mais le langage, en nommant, fait disparaître une charge d'angoisse et fait accéder les choses à la conscience. On peut avoir conscience de choses sans langage. Mais le langage est un outil fantastique pour faire parvenir des choses à la conscience. Et également pour devenir maître de son destin. Quand on voit les problèmes de maîtrise des impulsions violentes qu'on peut avoir chez certains individus, que ce soit chez des jeunes ou chez des moins jeunes, on commence à voir aujourd'hui que bien souvent c'est lié à un déficit d'expression verbale. C'est-à-dire que quand l'impulsivité, la haine est là, la violence est là, s'il y a un mot pour le dire, il y a un échange qui peut avoir lieu. S'il n'y a pas de mot, souvent c'est le passage à l'acte qui tient lieu d'expression, avec souvent des conséquences irréversibles. Peut-être qu'on pourrait finir sur cette phrase de Freud, qui à mon avis n'est pas tout à fait juste, mais elle transmet quelque chose d'important, qui disait que la civilisation est née le jour où un homme n'a pas lancé une pierre, mais une insulte. C'est la petite nuance qui fait tout. Trouvez les mots pour le dire, j'espère que vous les avez trouvés. Je vous remercie.
philosophie est écrite dans ce vaste livre qui constamment se tient ouvert devant nos yeux, je veux dire l'univers. Et on ne peut le comprendre si d'abord on n'apprend pas à connaître la langue et les caractères dans lesquels il est écrit. Or, il est écrit en langue mathématique. Et ces caractères sont les triangles, les cercles et autres figures géométriques sans lesquelles il est humainement impossible d'en comprendre un seul mot, sans lesquels on erre vraiment dans un labyrinthe obscur. Pour Galilée, le grand livre de la nature est donc écrit en langue ou en langage mathématique. Langage mathématique écrit. Et c'est vrai que la langue mathématique est fondamentalement une langue écrite. Alors, pour Galilée, c'est celle des cercles, des droites, des triangles. Mais cette idée que les mathématiques s'écrivent, se tracent, va se poursuivre bien au-delà de la géométrie et de la logique de la géométrie. La logique des mathématiques, la logique de la géométrie, pensez au théorème de Pythagore, au théorème de Thalès, c'est d'abord et avant tout une exigence assez terrible et que Zanini a très bien exprimé à sa façon, que tu connais, non, Marcel, si tu nous écoutes, tu veux pas, ou c'est oui, ou c'est non. Ce n'est pas oui et non, ce n'est pas ni oui ni non. Logique binaire. Zanini l'a exprimé de façon plutôt amusante, mais c'est une exigence considérable. Distinguer le vrai du faux. Et de cela, les mathématiciens ne sortiront jamais complètement. C'est une exigence fondamentale. On la retrouve d'ailleurs dans le langage binaire. 0, 1, 0, 0, 1, 0, etc. Le vrai, le faux, être dedans, être dehors. Il faut qu'une porte soit ouverte ou soit fermée. Un élément appartient à un ensemble ou bien il n'y appartient pas. Notre monde, à nous autres mathématiciens, est donc un monde d'exactitude. Ça nous pose parfois des problèmes lorsque nous rencontrons des équations comme celles qui régissent l'univers et qu'au cours des siècles, selon la vision de Galilée, nous avons exploré. Lorsque ces équations deviennent trop compliquées pour être résolues. Alors on se contente d'approximations, mais d'approximations en réalité très précises, c'est-à-dire aussi précises que l'on souhaite, de sorte que les mathématiques sont une science exacte de l'exactitude, mais aussi une science exacte de l'approximation. Même l'approximation trouve un traitement exact. Mais c'est un univers magnifique et déjà lorsque Galilée exprime cela, il y a une passion, la passion de rencontres extraordinaires et incroyables, notamment celle de la géométrie, parce que les propriétés de ces triangles, de ces cercles, de ces sphères, et de beaucoup de choses connues depuis l'Antiquité, les ellipses, les paraboles, les hyperboles, qui seront retrouvées plus tard dans l'astronomie. C'est vraiment grâce à ce souci de l'exactitude, à ce souci de perfection et de distinction du vrai et du faux qu'elles ont pu être découvertes. Mais voici que, au début du XXe siècle, Bertrand Russell se pose la question suivante. L'ensemble des ensembles qui ne s'appartiennent pas eux-mêmes, s'appartient-il ou ne s'appartient-il pas ? Alors, bien entendu, si cet ensemble s'appartient, il doit avoir la propriété qui caractérise tous les ensembles qui lui appartiennent, à savoir le fait de ne pas s'appartenir, et par conséquent, dans ce cas-là, il ne s'appartient pas. D'un autre côté, s'il ne s'appartient pas, alors il a la propriété commune en question, de sorte qu'en bonne logique, il s'appartient.
S'il s'appartient, il ne s'appartient pas. Et s'il ne s'appartient pas, il s'appartient. Paradoxe. Paradoxe minuscule, simple jeu de langage, paradoxe énorme, et qui va demander aux mathématiciens de beaucoup travailler, et de travailler notamment sur la notion de langage, enfin sur la notion de langage mathématique. On ne peut pas dire tout et son contraire, donc on ne peut pas dire n'importe quoi, n'importe comment, on ne peut pas écrire n'importe comment. Il doit y avoir des règles qui doivent être respectées par les mathématiciens pour éviter ce genre de paradoxe qui n'a l'air de rien, mais qui en réalité est assez catastrophique si effectivement on demande aux mathématiciens de vivre dans un univers aussi périlleux. Les règles du langage mathématique, sa syntaxe, les possibilités logiques que les mathématiciens vont employer, tout cela signifie que les mathématiciens vont devenir spécialistes également d'un nouveau type d'objets mathématiques, non seulement ceux de la géométrie, non seulement ceux de l'algèbre, de l'analyse, mais aussi spécialistes des langages mathématiques. Ça va devenir un objet mathématique parmi d'autres. Il y a des théories, si vous voulez. On peut définir mathématiquement ce qu'est une théorie, etc. Ce genre d'exploration. Et toutes ces explorations qui appartiennent en propre à la logique et qui sont une partie importante de l'aventure intellectuelle du XXe siècle, même s'il faudra du temps, c'est-à-dire à peu près jusqu'au XXIe, pour réellement se rendre compte de la portée énorme, puisqu'on n'a pas fini de le faire, de ces explorations, eh bien, ces explorations révèlent que, en fait, entre le vrai et le faux, il y a tout un espace, tout un univers, que cette frontière, elle est à explorer, et que finalement, ce que nous dit le sens commun, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de fonctionner de manière un peu trop, voilà, comme ça, qu'il y a peut-être des nuances, les mathématiciens le retrouvent dans leurs travaux, c'est-à-dire qu'au cœur même de la rationalité, il va y avoir toutes ces valeurs intermédiaires entre le vrai et le faux. Et cette langue mathématique qui incorpore ces valeurs intermédiaires ne fait que rejoindre ce qu'il en est pour la langue ordinaire, qui est, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais qui est tout simplement connexe, quoi. Ce que je veux dire, c'est que vous prenez un dictionnaire des synonymes, il y en a de très bons en ligne maintenant, et vous partez, mettons, de vrai. Alors vous dites, bon, alors il faut arriver à faux, en quelques synonymes. Vous pouvez le faire avec n'importe quoi, hein. Vous partez de rez-de-chaussée et il faut arriver à premier étage, par une suite de synonymes. Bon, ça se trouve, c'est le premier étage. Moi, j'ai toujours pensé que le rez-de-chaussée, c'était le premier étage. Alors, si vous partez de vrai, par exemple, vrai, évident, apparent, faux. Et oui, parce que l'évidence, hein, bien sûr, on ne croit que ce que l'on voit, mais les apparences sont trompeuses, et au fond, l'essentiel est invisible pour les yeux. Mais alors, si vous pouvez aller de vrai à faux en quelques synonymes, comme ça, vous pourrez aller aussi de réel, vrai, évident, apparent, faux, imaginaire, conscient, délibéré, volontaire, libre, spontané, inconscient. L'inconscient est structuré comme un langage. Disait Lacan, d'une façon totalement inimitable, donc je n'essaierai même pas. Et voyez cet univers intérieur, cette vie psychique où circule finalement, on circule de conscient à inconscient, de vrai à faux, de réel à imaginaire, eh bien c'est d'une certaine façon une partie de toute cette richesse que les logiciens au cours du XXe siècle, avec
toutes les modalités, alors ce qu'on appelle la logique modale, c'est les notions pas seulement du vrai et du faux, mais du possible, des contingents. Ça existe avec Aristote depuis l'Antiquité, mais ça a été beaucoup développé au XXe siècle. Et c'est aussi les logiques temporelles, du passé et du futur. Toutes ces modalités, imaginez ce qui est impossible, mais qui aurait été possible si le passé avait été différent, je ne sais pas. Tout ce qu'on peut imaginer. Eh bien, toutes ces modalités n'existeraient évidemment pas sans langage. Elles n'existent que par le langage. Et cette exploration logique tout au long du XXe siècle, et dont je vous disais tout à l'heure qu'elle n'est pas terminée, en fait, il se passe ces jours-ci des choses assez intenses à ce sujet-là. Le 1er avril dernier, Laurent Laforgue, Medai Fields, vient de présenter un exposé destiné à un public assez large de mathématiciens, ce qui restreint un petit peu la largeur de l'auditoire, mais enfin, tout de même, un exposé sur l'importance des topos pour les mathématiques. Et les topos, c'est justement une notion due à Grothendieck où se rejoignent la géométrie. D'une certaine façon, on passe de la logique de la géométrie à une espèce de géométrie de la logique. Et donc, il y a beaucoup d'enjeux encore aujourd'hui sur ces choses-là. C'est très chaud. Et cette logique des topos, c'est au fond une logique des points de vue. C'est la multiplicité des points de vue qui complexifie la logique et qui, d'ailleurs, rend nécessaire et utile le langage pour tout ce que ça nous permet de nous comprendre et tout ce que ça nous permet de ne pas nous comprendre aussi, d'ailleurs, assez souvent. Comment partager les points de vue? Comment traverser les frontières qui les relient et les séparent? Tout à l'heure, Sébastien a dit quelque chose de très juste avec Monsieur Temps, c'est que vraiment le langage est lié au temps. On l'a bien entendu. Temps. C'était pour moi trop tentant. Et ce sur quoi je travaille actuellement, je vais vous en dire quelques mots, c'est justement l'interaction. C'est bien encore une histoire de langage que d'interagir. L'interaction entre des systèmes qui fonctionnent avec des logiques internes différentes. Ce qui est finalement notre cas à tous, et c'est pour ça que c'est parfois tellement difficile de se comprendre. Et le langage et les logiques, ces différentes temporalités, ces différentes logiques, ces différences que l'on essaye de partager, comment décrire les interactions auxquelles elles donnent lieu? C'est-à-dire, voilà, vous avez, par exemple, pour prendre un exemple un peu extrême, mais qui va être très, très utile pour comprendre une chose qu'a dite Galilée, c'est qu'il a souligné, vraiment, c'est cet aspect d'écriture. Hein. Déjà, les triangles, les cercles, les ronds, ce sont des choses qui se tracent. Et l'écriture, ensuite, on pourrait jouer au jeu de reconnaître les symboles, la racine carrée, le symbole d'intégration, etc. Tout cet aspect d'écriture, qui n'est pas propre aux mathématiques, bien entendu, la littérature, la musique, on écrit. Et puis on écrit dans le temps, avec nos corps et nos mots. Nous nous inscrivons dans le temps. Ce que nous allons dire, ce que nous allons faire est généralement totalement imprévisible, mais une fois que c'est fait, quelque part, c'est inscrit pour toujours. Et au fond, c'est comme la mise en interaction de deux sortes de temporalités différentes. Un temps ordinaire, et puis ce qu'on pourrait appeler un temps immobile, l'inscription dans l'éternité. Eh bien ça, c'est un cas très particulier des choses que j'étudie. J'étudie aussi comment peuvent interagir des systèmes dont certains ont une temporalité circulaire, comme dans l'éternel retour, retrouvé par Nietzsche, et que plus tard Nietzsche a retrouvé à nouveau. Ou bien des temps parallèles, des temps multidimensionnels. Toute cette incroyable richesse qu'on ne pourrait pas imaginer sans les mathématiques m'ont conduit à cette idée qu'il était en effet,
ça peut paraître assez paradoxal, c'est un peu curieux, mais qu'il est en effet possible, partant du temps et de son aspect imprévisible, de s'inscrire dans l'intemporel. Ce que j'appelle une forme d'éternité ouverte, en quelque sorte. Eh bien, au-delà de ça, pour conclure, au-delà, je dirais que c'est l'indicible. Et alors l'indicible, bon. Wittgenstein, je me souviens que je devais en citer 4, là il y avait Galilée, Zanini, Lacan, ah oui, il y avait Nietzsche. Wittgenstein disait que ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Enfin, l'indicible, si c'est réellement indicible, on ne doit rien pouvoir en dire, on ne doit donc même pas pouvoir en dire qu'il est indicible. Et par conséquent, ben moi je me dis que ça vaudrait quand même peut-être la peine d'essayer. Alors, j'ai une idée pour parler de l'indicible. Moi, je crois que... Alors là, je pensais à l'indicible, mais là c'est l'invisible. On l'a vu passer tout à l'heure, le personnage en pleine évolution d'ailleurs, notre mime, prince de l'indicible. Autre forme de langage, le langage amoureux. Déclaration amoureuse d'un samouraï pour sa concubine.
Et il ne veut pas. Il est là, il est là, mais il ne veut pas. Alors, je l'appelle. Il ne veut pas parce qu'il dit j'ai assisté à un spectacle et j'ai pas envie de troubler le rêve dans lequel tous ces acteurs, qui sont à la fois des scientifiques et des artistes, nous ont emportés. Il ne veut pas. Il ne veut pas que venir, moi je voulais qu'il nous fasse un commentaire sur en quoi tout ça nous fait bouger dans notre être philosophique, et il ne veut pas. Alors, ce que je vais faire, eh bien je vais vous présenter tous ceux qui nous ont donné ce spectacle ce soir. D'abord, je voudrais vous présenter Bruno Queiroz. Philippe No. Scientifiques vont venir me rejoindre comme des acteurs. Stéphane Touguet.